Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, dans la demi-heure qui vient, là, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce thème. Alors, dans une version, voilà, on a des patients qui ont des maladies inflammatoires, qu'elles soient digestives, dermatologiques, rhumatologiques, etc. Ils sont avides de questions. Voilà. Je vous livre un peu une réflexion qui est une réflexion personnelle basée sur l'expérience et la littérature. Alors, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue dans le domaine, vous le verrez. Hein. Ces médias d'intérêt qui n'ont pas de rapport en fait, avec cette présentation. Alors, on va commencer par Manon. Manon a 14 ans, une jolie jeune fille qui travaille bien à l'école, qui fait de la gymnastique sportive, elle est en sport-études. Son ambition, c'est probablement de faire des compétitions, peut-être d'aller aux Jeux Olympiques en gymnastique, etc. Mais Manon a du sang dans les selles. Donc Manon est allée voir son gastro-entérologue, enfin un gastro-entérologue sur le conseil avec ses parents, qui a fait une endoscopie, qui a trouvé une inflammation du rectum sur 3-4 cm, des petites ulcérations qui expliquaient le sang. Et en fait, un diagnostic de rectocolite hémorragique a été posé. Alors les parents sont très inquiets, comme vous pouvez imaginer. Une petite fille qui a du sang dans les selles, c'est quand même très inquiet. Le gastro-entérologue l'avait parfaitement pris en charge. Ils ont souhaité avoir un avis dans un centre expert, raison pour laquelle j'ai vu Manon à la consultation. Et ma foi, bon, je les ai beaucoup rassurés. Je dis, bon, c'est vrai que c'est embêtant d'avoir une maladie inflammatoire intestinale, mais bon, j'ai aucun critère de gravité, c'était pas une forme sévère, et donc Manon est ressortie avec des conseils, je dirais, de bien suivre son traitement local, et rien de particulier. Mais j'avais sans doute oublié quelque chose d'important. Et j'aurais dit que finalement, si vous voulez revenir me voir, il pouvait, mais ce n'était pas nécessaire. Hein, l'équipe de très bien suivie par son gastro-entérologue. Et puis quelques mois après, Manon revient. Et je vois Manon toute triste, toute maigre. Elle a perdu 3 ou 4 kilos. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a toujours du sang? Non, non, il n'y a pas de sang, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Alors le tableau était le suivant. Il y avait Manon en face de moi. D'un côté le papa, l'autre côté la maman, un petit peu en arrière la grand-mère. Et puis, donc, j'essaye de comprendre pourquoi Manon ne fait plus de sport, pourquoi Manon est triste, pourquoi Manon a perdu du poids. Et la grand-mère qui dit à un moment donné, mais est-ce que ça ne serait pas ce régime? Ah, j'ai dit, mais c'est quoi ce régime? Alors là, les parents un petit peu embêtés, les parents qui n'élevaient pas Manon, ils n'étaient plus ensemble, mais c'était la grand-mère qui était chargée d'élever Manon et donc de lui donner à manger. Et on arrive là. Et en fait, les parents disent, ah oui, en fait, c'est sur les conseils d'amis, on a vu, etc. Et donc, on lui a conseillé, on l'a mis au régime paléolithique. Voilà. Et donc, Manon, qui a une maladie inflammatoire, certes, mais totalement bénigne, était contrainte, et la grand-mère était contrainte, contre l'insu de son plein gré, on va dire, de faire ce régime paléolithique. Et Manon, effectivement, s'était totalement désocialisée, ne pouvait plus voir ses amis, aller manger avec eux, etc., ne faisait plus de sport. Voilà. Et ma grosse erreur, ça a été la première fois, parce que je n'ai pas parlé d'alimentation, de nutrition, alors que j'aurais dû. En plus, je suis professeur de nutrition, je ne comprends vraiment pas pourquoi je n'y ai pas pensé, mais c'était tellement une maladie bénigne que je n'avais même pas venu à l'idée qu'il y avait un régime à faire pour ce type de maladie, etc. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça à propos de cet exemple. Donc ça, c'est la une du premier journal de gastro-entérologie en janvier 2007, et vous avez donc... En rouge d'un côté et en bleu de l'autre, l'explosion finalement, vous voyez, année après année, des maladies inflammatoires intestinales. Vous avez ici le premier cas donc, de rectocolite hémorragique, le premier cas de maladie de Crohn et l'explosion. Et l'explosion surtout dans les pays en cours d'industrialisation. Moi, quand je suis arrivé ici, des maladies inflammatoires intestinales chez des gens d'origine d'Afrique du Nord, ça n'existait quasiment pas, quoi, alors que maintenant, ça va pratiquement être la majorité. Quand on va chez nos collègues en Algérie ou dans d'autres pays d'Afrique du Nord, on voit vraiment une explosion de ces maladies-là, c'est totalement incroyable. Un pays comme le Brésil, par exemple, l'incidence annuelle de la maladie de Crohn augmente de 15% chaque année. Chaque année, l'incidence est plus élevée de 15%. Donc il y a vraiment une sorte d'épidémie de ces maladies inflammatoires intestinales actuellement dans le monde, surtout dans les pays qui se mondialisent finalement. Alors on va voir, voilà un peu le plan de mon topo, hein. On va parler un petit peu d'épidémiologie et de quelques études expérimentales.
un petit peu une preuve du concept sur l'assistance nutritionnelle, parler un petit peu des compléments alimentaires parce que les patients en sont très friands. On parlera évidemment des régimes et puis quelques mots de conclusion sur... Alors finalement, si on synthétise un petit peu l'épidémiologie de manière un petit peu flashy, comme on pourrait la mettre dans un journal, par exemple dans le journal local, voilà. Donc ce qui est en rouge, c'est pas bon, hein, et puis ce qui est en vert, c'est mieux. Voilà, hein, voilà. Alors bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu journalistique mon truc là, hein, donc on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Mais globalement, c'est la synthèse de l'épidémiologie. Mais attention, c'est de l'épidémiologie, c'est des risques relatifs qui sont très légèrement augmentés. C'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on va attraper une maladie inflammatoire intestinale, mais l'évidence quand même de l'épidémiologie va un petit peu dans ce sens-là. Bon, la première étude qui m'avait frappé, c'est pas d'hier, vous voyez, c'était en 96, c'est une étude japonaise. On va pas rentrer dans le détail, vous voyez que ça augmente. Sur la gauche, qu'est-ce qui augmente? C'est l'incidence de la maladie de Crohn au Japon, donc vous voyez que ça n'existait pas. Hein, encore une fois de plus, un pays qui s'industrialise, etc. Hein, donc, je n'arrive pas à avoir le pointeur, mais c'est pas grave, oui, ça y est, là. Voilà, vous voyez qu'elle n'existait pas, et puis c'est les registres donc, de la maladie de Crohn au Japon, vous voyez que ça augmente. Et puis ça, c'est la modification des habitudes alimentaires hein, sur une autre étude qu'ils ont croisée. Et donc, on voit que les Japonais hein, mangent plus d'acides gras oméga 6, plus de graisse animale, plus de lipides en général. Et tout ça, c'est très bien corrélé avec l'apparition de cette maladie qui n'existait quasiment pas dans ce pays tant qu'il avait gardé une alimentation très traditionnelle. Alors, c'est que de l'association, etc. On ne va pas en tirer des conséquences formelles, mais enfin quand même, ça laisse un petit peu penser qu'il peut y avoir un rôle. Alors, si on fait la synthèse de manière moins journalistique que tout à l'heure, globalement, les facteurs associés à la maladie de Crohn, c'est un apport élevé en sucre raffiné, un apport élevé en viande, un apport élevé en graisse animale, un apport diminué en fibres provenant des fruits et légumes. Et puis il y a la vitamine D, on commence à avoir pas mal d'évidence sur le fait qu'un taux bas en vitamine D est associé à la maladie de Crohn. En tout cas, moi, dans ma pratique, je supplémente volontiers ces patients sans être certain que ça va corriger l'inflammation, mais il commence à y avoir quelques données intéressantes. Pour la rectocolite hémorragique, on retrouve la viande, les acides gras donc polyinsaturés -6, le sucre raffiné, et puis pareil, un apport diminué en fibres provenant des fruits et des légumes. Alors, en fait, c'est plus compliqué qu'un seul aliment, etc. Et donc, il faut plutôt voir les choses de manière sur une typologie alimentaire. On ne mange pas ou tel aliment, et en fait, il y a un ensemble. Hein. Donc, moi, j'ai bien aimé ces résultats-là. Donc, ça, c'est l'étude EPIC, hein, qui est une cohorte prospective et faite au départ pour les relations entre alimentation et cancer. Et puis, la Nurse Health Study, qui est l'étude américaine des infirmières américaines. Et donc, vous voyez ici, c'est... donc l'augmentation d'incidence, alors on est choisi sur les facteurs 1,6, hein, qui est associé à une consommation élevée en sucre, boissons sucrées, confiseries et consommation basse en légumes et légumineuses. Et vous voyez que quand on associe cette consommation élevée en sucre, boissons sucrées, confiseries, mais qu'en même temps il y a une alimentation plus riche en légumes, fruits, etc. Et donc on retrouve à nouveau... on rediminue le risque. Et donc c'est probablement plus compliqué qu'un seul aliment, etc. Et là ici, vous voyez le rôle d'une alimentation prudente. Hein. Donc plutôt prudente, c'est plutôt ce qui était en vert tout à l'heure, hein, les fruits et les légumes, le poisson, etc., qui a tendance à diminuer le risque d'apparition de ces maladies dans des études de population, de gens non malades au départ. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas que les maladies inflammatoires intestinales, il y en a plein d'autres. Hein, et là, vous voyez par exemple le risque de psoriasis, hein, et on sait depuis longtemps, hein, que c'est bien démontré dans cette étude, que le risque de psoriasis est parfaitement corrélé à l'obésité ou en tout cas au surpoids. Hein. Donc le surpoids est défini par un indice de masse corporelle supérieur à 25 et l'obésité par un indice de masse corporelle supérieur à 30. Et donc vous voyez les différentes courbes. Hein, donc c'est l'incidence du rhumatisme psoriasique dans la population générale, l'incidence du rhumatisme psoriasique chez les patients atteints de psoriasis en fonction de l'indice de masse corporelle. Et vous voyez que chaque fois que l'indice de masse corporelle est plus élevé, et bien l'incidence augmente. Donc il y a vraiment une bonne relation hein, entre l'indice de masse corporelle, le surpoids et le psoriasis, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres maladies, dont le cancer bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a un rôle pour les additifs alimentaires? Parce qu'en fait, toutes ces études épidémiologiques, elles sont très bien, mais elles sont anciennes, parce que pour avoir des résultats, il faut 20 ans de suivi, 25 ans de suivi parfois. Donc, il y a 20-25 ans, on ne pensait pas que les additifs alimentaires avaient peut-être un rôle. Si vous allez sur Internet, les forums, la vie des patients un petit peu au courant, etc., ça foisonne voilà, plein d'additifs qui vont nous empoisonner, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve énormément. Et en fait, la littérature médicale était extrêmement pauvre sur ce sujet. J'ai trouvé cet article. C'est un article important, hein, publié dans une très très grande revue, qui suggère que les additifs alimentaires, donc vous voyez qu'on trouve un petit peu partout, peuvent avoir un rôle éventuellement ici sur un modèle expérimental de souris qui a été invalidé pour l'interleukine 10, qui donc a risque de faire des maladies inflammatoires intestinales. Et quand on les nourrit, on leur donne de l'eau de boisson, vous voyez, standard, ou qu'on enrichit l'eau de boisson avec 1% de carboxyméthylcellulose du polysorbate 80, eh bien, il apparaît des maladies inflammatoires intestinales. Il y a des modifications très importantes du microbiote intestinal. Et vous voyez ici la couche de mucus, hein, qui diminue chez ces animaux traités, faisant penser que sur ce modèle expérimental, il faut se méfier de passer l'expérimentation à l'humain, les additifs alimentaires ont peut-être un rôle. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans la littérature, dans l'épidémiologie? Pas grand-chose, parce que comme je vous l'ai dit, les études sont anciennes. Donc, il commence à y avoir, avec cette étude Nutrinet Santé, donc une étude française, donc une cohorte de patients qui sont suivis donc, par biais d'Internet et qui répondent à des questionnaires alimentaires régulièrement, hein, et qui déclarent des maladies, et qui donc ces maladies, ensuite on essaie de corréler ces maladies avec le profil alimentaire. Et donc, ils ont mis au point donc, un score d'alimentation ultra transformée, qu'on peut discuter d'ailleurs, hein, qui n'est pas tout à fait complètement validé, mais qu'on peut discuter, mais qui a quand même permis d'avoir cette publication de bon niveau. Et dans cette publication, donc sur 100 000 patients, donc c'est les débuts de Nutrinet, on est à 4-5 ans seulement, hein, donc c'est encore beaucoup de temps et de travail, de temps à passer pour avoir des résultats. Mais néanmoins, vous voyez qu'ici, le fait d'avoir une alimentation plus riche en produits ultra transformés, donc j'en ai mis quelques exemples ici, hein, mais vous en avez plein d'autres, hein, eh bien, on a juste un exemple, j'en parlais tout à l'heure. Je partais d'endoscopie pour rejoindre mon bureau, manger un petit quelque chose et descendre ici, puis je voyais des gens qui poussaient un petit enfant dans une poussette. L'enfant avait 3 ans, donc déjà il n'aurait pu marcher, et il était avec des Smarties à manger, des Smarties. Voilà, c'est ça l'alimentation ultra transformée. C'est un peu choquant, je dirais, de voir ce genre de choses. Eh bien, voilà ici, le chiffre est quand même assez net, avec une augmentation de 10% de la population de risque de cancer, notamment le cancer du sein, quand on augmente de 10% son alimentation ultra transformée. Bon, ça reste à confirmer, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des données sur l'inflammation? Il y a un papier qui est sorti de la même étude sur le syndrome de l'intestin irritable. Il y a des données qui commencent à arriver en dermatologie, rhumatologie. En digestif, on a un problème pour phénotyper les maladies inflammatoires intestinales. Le papier n'est pas encore sorti, mais je pense qu'on aura dans les années à venir des choses. Je vous conseille la lecture de ce très beau papier de Rachel Marion Letellier de Rouen, qui a écrit en collaboration avec une équipe américaine sur ce sujet, suggérant, donc, essayant d'expliquer un petit peu pourquoi les additifs alimentaires pourraient influencer l'homéostasie intestinale, par le biais d'une modification du microbiote, par le biais d'une modification de la perméabilité intestinale, par un effet direct sur l'immunité, donc favorisant par ce biais-là donc des maladies inflammatoires intestinales. Voilà. Donc il faut regarder. Après, la littérature est essentiellement expérimentale, il n'y a pas encore grand-chose sur le plan clinique. Alors, deuxième élément, la mise au repos de l'intestin. En fait, c'est un peu pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que moi, il y a 25 ou 30 ans, on m'a demandé de m'occuper du centre de nutrition artificielle voilà, à Nice, et que les maladies inflammatoires intestinales, il n'y avait pas de traitement, et donc on les mettait à jeun. On leur mettait une nutrition artificielle par les veines ou par le tube digestif.
et on les guérissait. Du coup, on les traitait comme ça, on traitait la poussée comme ça, et ça marchait très bien. Bon, maintenant, c'est toujours utilisé, ça revient d'ailleurs un petit peu, mais il savait qu'il y a beaucoup de médicaments. Hein. Et alors tout ça est venu de ce principe de ce qu'on appelle la Space Diet, hein, c'était le programme Apollo, et pour que l'astronaute puisse aller sur la Lune, il fallait réduire le nombre de sels, et donc on avait fait des aliments semi-élémentaires, même élémentaires, donc qui entraînaient moins de sel, etc. Et en fait, on pensait que c'était... Donc on a utilisé ça dans les maladies inflammatoires intestinales, pensant que c'était par un effet mécanique, en supprimant l'alimentation, qui en fait, qui était, vous imaginez, l'alimentation agressive sur le tube digestif, etc. Donc on la supprime, et donc ça permettait de traiter. Donc c'était un peu l'image qu'on s'en faisait il y a 20-25 ans, voilà. Avec voilà, les articles, ça c'est le premier article sur la nutrition parentérale de M. Gigi Boy à Toronto. Ça, c'est une méta-analyse montrant que l'alimentation entérale, ça marche aussi bien que les corticoïdes. Alors, on sait aujourd'hui que ce n'est pas par un effet mécanique. Hein. Autrement dit, on peut manger de la salade quand on a une rectocolite hémorragique. Ce n'est pas la salade qui va frotter sur les lésions et qui va aggraver les lésions. Hein. Probablement, c'est le contraire qu'il faut faire. Mais voilà. Et on sait beaucoup plus que ça peut marcher, les régimes d'exclusion, par le fait qu'on enlève tous les potentiels allergènes alimentaires pendant... Alors, c'était des gens qu'on laissait à jeun pendant 3 mois quand même. Hein. Et donc on traitait les poussées comme ça. Donc ce concept finalement de mise au repos de l'intestin. Alors les compléments alimentaires, vous voyez qu'on a l'embarras du choix. Hein, et cette personne là dans un rayon qui essaye de se faire du bien pour sa santé est bien embêtée parce que finalement, voilà, que faire devant tous ces compléments alimentaires? Chacun a une allégation absolument extraordinaire. Hein, voilà. Je vois que les gens qui connaissent bien ce genre de choses. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous en montrer. Voilà, il y a de tout. Hein, voilà, il y a de tout. Et puis, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'escargot, quand même. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que, vous voyez, l'escargot, quand il casse sa coquille, il utilise sa bave et il répare sa coquille. Donc, vous faites un complément alimentaire à base de bave d'escargot. Et pour les articulations et les cartilages, c'est excellent. Hein. Alors on a quelqu'un de célèbre qui dans ce concept, c'est M. Giroud, qui est un entraîneur de football à la JOCR, et qui dit voilà, qu'en prenant ça, finalement, il n'a plus de douleur, voilà, donc c'est merveilleux. Voilà, on a un niveau de preuve, vous voyez, donc assez catastrophique pour ce genre de choses. Alors je vais en balayer quelques-uns. Les huiles de poisson, donc, je vous ai dit, c'est probablement bon dans l'épidémiologie de manger du poisson et tout, donc je suis partie de la génération qui a participé à ces études où on a pensé que donner des huiles de poisson aux patients comme une maladie de Crohn en rémission, ça permettait de prévenir la poussée. C'est une magnifique étude de M. Bellusi, un auteur italien, contre placebo dans le New England Journal of Medicine, qui montrait quand même que quand on faisait beaucoup moins de poussée quand on prenait des huiles de poisson que quand on prenait un placebo. Puis en fait, on se demandait pourquoi le produit n'arrivait pas sur le marché, etc. Et finalement, imaginez que c'est un peu une phase 2, et en fait, on a voulu faire une phase 3, donc 2 grosses études auxquelles on a participé. On était très contents d'y participer, on a inclus beaucoup de malades dans ces études, mais vous voyez, la déception, c'est que finalement, ça n'a pas l'air de bien marcher. Et les huiles de poisson n'ont pas l'air d'avoir un effet anti-inflammatoire escompté dans un essai contrôlé, randomisé, bien fait, etc. Je passe, ça revient, il y a des études récentes qui ont l'air de montrer que dans la rectocolite, ça peut être un intérêt, donc l'histoire n'est peut-être pas complètement terminée. Les plantes, alors vous en avez, voilà, vous avez les candidats, voilà, il y a un certain nombre de plantes qui pourraient éventuellement avoir un intérêt. Ça, c'est une analyse de la littérature sur laquelle je passe à chaque fois, c'est une ou deux études, mais il faut quand même parler de, voilà, la star, hein, qui est quand même la curcumine. Donc moi, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un SMS, un mail, un truc sur les bienfaits de la curcumine. Donc ce côté un peu asiatique est assez quand même populaire auprès des patients. Hein. Et donc je vous laisse lire à droite. Hein, vous pouvez sûrement trouver votre cas dans les différentes pathologies qui sont inscrites là. Donc c'est bon pour tout. Ça guérit aussi le cancer. Je vais dire malheureusement, heureusement, mais malheureusement, c'est que je discutais avec François Goldwasser une fois, un cancérologue parisien, qui me disait il n'y a pas un patient sur 2 à la consultation qui ne me parle pas de compléments, etc., etc. Voilà. Alors, on a voulu quand même, vous voyez que c'est quand même dans la littérature scientifique, hein, on en parle, vous voyez, l'étude dans la rectocolite hémorragique avait l'air positive, donc ça fait quand même la une de ce journal, qui est un bon journal de gastroentérologie. Hein, voilà.
Alors on a voulu quand même faire une étude, et c'est un PHRC régional, donc on a fait avec les Clermontois et d'autres centres français, et on a pris des patients qui avaient une maladie de Crohn, qui ont été opérés. Donc ils n'ont plus de lésions, ils sont en rémission, et puis ces patients, il est recommandé de faire une coloscopie au 6e mois pour voir si les lésions apparaissent. Les patients étaient mis sous Immurel, qui est un médicament qu'on utilise dans la maladie de Crohn, et on a associé à la curcumine ou du placebo. Eh bien, vous voyez que sur le taux de récidive endoscopique, donc voilà ici le taux de récidive endoscopique sous curcumine et sous placebo. Et puis sur les récidives sévères, eh bien, on a eu la surprise de voir que c'était un petit peu plus élevé sous curcumine que sous placebo. Voilà. Donc vous voyez qu'il faut quand même qu'on aille un petit peu plus loin que simplement les allégations et essayer de démontrer les choses ou de ne pas les démontrer. Donc l'adigo naturaliste, donc ça c'est un papier de gastroentérologie quand même. Excellente revue, donc en 2018. Donc c'est une plante médicinale chinoise, donc ça joue sur la production d'interleukine 22, qui est une cytokine anti-inflammatoire. Et bien, vous voyez qu'en prenant ça, finalement, on arrive à améliorer, à favoriser la réponse clinique dans la rectocolite hémorragique. Malheureusement, 20% des patients ont fait des complications hépatiques, et un patient a fait une complication grave, et donc l'étude a dû être arrêtée. Alors voilà, ça c'est le petit dernier, c'est le cannabis. Alors voilà, je ne vous parle pas de cannabis thérapeutique dans les douleurs, etc. Et je pense que c'est pas mon sujet aujourd'hui, voilà. Il y a certainement des choses à faire. Ça c'est la photo d'un patient qui m'avait, à la consultation, avait sorti ça de sa poche. Je me dis, écoutez, je vous montre ça, vous voyez, je l'ai ramené de Tel Aviv et tout, voilà ce que vous en pensez, etc. Donc c'est vrai que dans la littérature, donc, tous les médias et les réseaux sociaux de l'inflammation, on parle beaucoup du cannabis. Et donc c'est les Israéliens qui travaillent beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est un médicament, est-ce que c'est un produit qui peut avoir un effet anti-inflammatoire? Donc ça c'est une étude, c'est la première étude bien faite finalement, randomisée, donc qui a été faite par l'équipe israélienne. Et donc voilà, finalement sur un score d'activité clinique, vous voyez qu'on a l'impression quand même d'avoir un effet, même si le placebo aussi avait un effet. Sur l'activité endoscopique, il ne semble pas qu'il y en ait. Voilà, donc, et il montrait qu'il y avait une meilleure qualité de vie chez les patients qui prenaient du cannabis. Voilà. Donc il y a des études en cours et je pense qu'il y a des choses à évaluer dans le domaine. Voilà. Alors les probiotiques, on avait dit que le microbiote était perturbé, donc est-ce que c'est logique de prendre des probiotiques? Peut-être. Ça inhibe les bactéries pathogènes, ça améliore la barrière, c'est l'immunomodulation, etc. Il n'y a pas énormément de données dans la maladie de Crohn. Les données aujourd'hui, c'est avec les probiotiques dont on dispose, des essais contrôlés qui ont été faits dans cette situation toujours de post-opératoire, qui est une belle situation, puisque finalement, on enlève les lésions, on donne les traitements, puis on fait une endoscopie pour voir s'il y a des lésions qui apparaissent. Aucun effet des probiotiques, donc je vous passe les 4 ou 5 études. Dans la rectocolite hémorragique, qui est dans un modèle assez particulier, qui est la pochite, donc qui est l'inflammation d'un réservoir iléal quand on a enlevé le côlon, il y a certains probiotiques qui semblent avoir un intérêt, dont ce mélange qui s'appelle le VSL3, qui peut avoir un intérêt et qui est recommandé dans certaines recommandations européennes, le recommandent relativement mollement. Ça veut dire qu'il me reste 5 minutes. Voilà. Alors finalement, voilà. Le patient, son médecin, donc j'ai pris jeune docteur sorti des séries américaines, et finalement, voilà ce que pense le patient, qui a une maladie inflammatoire, quelle qu'elle soit. Il n'a même pas de régime à me proposer. Moi, il rêve, les patients me sortent la feuille en disant voilà le régime du professeur Ebutin pour la maladie de Crohn, ils aimeraient bien. Et vous voyez, donc ils pensent à tous ces régimes possibles et imaginables. Voilà. Alors, il y a beaucoup de littérature. J'ai lu ce bouquin là, de Jeanne Daumier qui est intéressant, d'abord parce qu'elle explique bien le problème que sa maladie lui a entraîné, etc. Et puis elle explique que finalement, elle a modifié son alimentation, son mode de vie. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup changé de choses. Elle a arrêté de fumer, elle a arrêté de boire, elle s'est mise à faire du sport, et elle a modifié son alimentation, effectivement, mangeant plus sainement, etc. Et sa maladie est en rémission, mais elle a toujours suivi. Voilà. Donc c'est des choses intéressantes, même s'il y a des choses dans le bouquin pour lesquelles on ne peut pas être d'accord. Alors le sans gluten des Mickey, c'est très fréquent. Il n'y a pas aujourd'hui d'argument scientifique pour dire un régime sans gluten, mais quand vous voyez, ici c'est 1000 patients de l'association de malades américains qui sont beaucoup sans gluten.
Voilà, 8%, et puis quand ils disent que quand on est sans gluten, eh ben, on va mieux. Hein, voilà. Et en fait, c'est pour le régime végétarien, donc là c'est une grosse cohorte suisse qui a l'air de montrer que ce soit sans végétarien ou sans gluten, eh ben, il n'y a pas de différence sur le taux de chirurgie, mais c'est peut-être un objectif un peu élevé. Et puis vous voyez qu'il y a des tentatives d'alimentation un petit peu, comment dire, ici semi-végétarienne. Alors bon, pas contre le végétarien, loin de là, mais c'est pas toujours forcément très très appétissant. Il faut mettre en balance finalement la qualité de vie avec les faits. Puis vous voyez le niveau de preuve, on est sur quelques patients, donc on ne peut pas aujourd'hui conclure. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'on va proposer nous directement à nos patients. En études randomisées, il n'y a pas grand-chose, et cette étude qui n'a pas encore été publiée, que j'avais trouvée à un congrès américain en janvier 2017, où on avait mis les patients au régime pas beaucoup de viande rouge ou transformée, moins d'une fois par mois contre plus de 2 fois par semaine. Il n'y avait pas de différence, mais bon, on ne peut pas en tirer des conclusions absolues. Et puis il y a ça actuellement pour les symptômes digestifs, donc de diminuer un petit peu tous ces FODMAP, c'est-à-dire tous ces aliments, ces sucres de petite taille qui arrivent dans le côlon, qui entraînent une charge polaire et qui en fait a probablement un effet sur les symptômes plus que directement sur l'inflammation. Et cette étude montre que c'est essentiellement sur les symptômes. Pour le psoriasis, il faut perdre du poids, probablement, et il y a vraiment des conseils nutritionnels à donner. Ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est les données des études de chirurgie bariatrique, et ils ont pris les patients qui avaient un psoriasis, et avec une très très nette amélioration de ces patients, ou diminution du risque d'apparition de psoriasis lorsqu'on perd du poids. Je ne sais pas, il faut faire un bypass pour traiter le psoriasis, mais disons que la prise en charge nutritionnelle et diététique est forcément probablement importante. Le paléolithique, voilà, donc c'est un peu comme la curcumine, c'est bon pour tout. La justification scientifique, elle est peu différente de zéro. Le jeûne, là aussi c'est bien à la mode, beaucoup en cancéro, donc du coup il y a eu le rapport de l'Institut national du cancer sur le jeûne, disant que aujourd'hui il n'y avait pas d'argument pour ça. Globalement, vous voyez, on diminue le substrat pour la tumeur, donc la tumeur ne va pas se développer. Par exemple, on diminue les glucides, donc comme la tumeur mange des glucides, donc la tumeur ne va pas se développer. Bon. Sauf que la glycémie, heureusement, elle reste normale, donc les glucides, on les prend ailleurs et on fait de la néoglucogénèse à partir des muscles. Donc voilà, c'est vraiment pas recommandé chez les patients qui sont fragiles sur le plan nutritionnel, à situation de cachexie, de sarcopénie, etc. Voilà. Dans les maladies inflammatoires intestinales, il n'y a pas non plus de données intéressantes sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser des régimes d'exclusion? D'abord, ça, c'est les recommandations européennes. Donc, there is no IBD diet, il n'y a pas de régime de maladie inflammatoire, donc c'est pour ça que je n'ai pas la feuille à sortir. Les régimes d'exclusion ne sont pas recommandés. Et voilà tous les inconvénients que j'y vois, moi, la perte de poids, le risque de carence, le changement des habitudes alimentaires, la vie sociale qui est modifiée, etc., comme la petite Manon, finalement, etc., etc. Donc, aborder le problème de l'alimentation et nutrition avec nos patients, mais oui, c'est une évidence, et vous voyez que l'erreur que j'avais faite au départ avec cette jeune fille, qui ne me paraissait pas pourtant important, mais à ce moment-là, il faut absolument en parler avec les patients, donner les conseils de bon sens, les personnaliser, utiliser l'éducation thérapeutique, qui est vraiment très très important. On fait des ateliers maintenant sur l'alimentation, etc., pour aider ces patients. Alors finalement, voilà les conseils qu'on peut donner, finalement, manger peut-être plus sainement. On n'a pas de certitude sur l'intérêt de ça, ça n'a pas encore été évalué, ça n'a pas encore été démontré, mais ça me paraît être du bon sens de dire, finalement, peut-être manger plus naturellement. On a quand même des données maintenant qui ont l'air de montrer que faut réduire un petit peu la quantité de viande, il faut manger plus sainement, etc. Je n'ai pas mis la diapositive là, mais il y a un très très beau travail montrant que des gens qui ont été opérés d'une maladie recto-hémorragique avec une anastomose iléo-anale, quand ils mangeaient plus de fruits et légumes, ils avaient moins de risque de faire de l'inflammation de cette poche, de ce qu'on appelle la pochite. Voilà, donc manger plus végétal, préférer le poisson, cuisiner maison, faire de l'activité physique, bien sûr. Voilà, c'est des conseils du bon sens qu'on peut donner aux gens, tout en gardant le plaisir de l'alimentation, parce que la qualité de vie dans une maladie chronique, c'est majeur, il faut vraiment le favoriser. Il ne faut pas aller brimer les gens avec des régimes, je dirais, d'exclusion sévère, alors qu'on n'a absolument pas le niveau de preuve par rapport à ça. Voilà, je vous remercie.